Ça, c'est une banderole accrochée à des ballons qui dit « L'économie nous coûte la vie ». Et au recto, c'était marqué « Derrière les hommages de Macron, l'asphyxie des hôpitaux ». Un énième cri d'alerte des soignants, et ça le 14 juillet, au moment où la Marseillaise résonnait dans Paris. Ouais, t'as beau interdire au public de venir aux cérémonies nationales, on trouve toujours quand même un moyen pour faire passer les messages importants. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Actu Réfractaire. Aujourd'hui, on va parler de la peut-être future première ministre, des purges dans le premier parti de France et la possible fin de l'Empire Bolloré à la télévision. On commence avec la suite de notre série sur les législatives. Pour rappel, ça fait plus d'une semaine que les partis du NFP discutent pour trouver un nom qui sera le candidat officiel de l'Union pour briguer le poste de Premier ministre. Ce candidat désigné devra ensuite être nommé par Emmanuel Macron, ce qui n'est pas gagné, et ensuite ne pas être censuré par les macronistes et le RN. Une tâche très compliquée de base et qui semble aujourd'hui insurmontable pour l'Union. On vous disait hier que le Parti socialiste refusait la candidature d'Huguette Bello, une politicienne de la Réunion, membre du PCF et soutien des Insoumis. Hier soir, le PS a donc proposé un nom issu de la société civile, qui est un langage macroniste, pour dire des gens qui ne sont pas des politiciens de carrière. Et cette candidate du PS, c'est Laurence Tubiana. Voilà. Tu sais, Laurence Tubiana, là, tu connais pas Laurence Tubiana parce qu'en fait, personne ne connaît Laurence Tubiana. En gros, elle est issue de Jospin et puis de François Hollande. Elle a été l'une des figures de la COP 21, celle surmédiatisée à Paris mais qui n'aboutit à rien. Une figure du PS donc, nommée régulièrement par Macron dans diverses institutions climatiques ou encore à la direction de la Fondation européenne pour le climat, un lobby écolo financé par des milliardaires états-uniens. Il y a une semaine, elle a signé une tribune qui appelle à tendre la main aux autres forces républicains pour discuter d'un programme commun d'urgence et gouverner ensemble le pays de façon stable et apaisée. Plein de jolis mots pour dire quelque chose en fait de très simple. Elle veut dilapider le programme du NFP et s'allier avec les macronistes. On est donc très loin d'Huguette Bello, qui est une leaduse politique avec de fortes prises de position. Là, on a plutôt une haute fonctionnaire nommée par les gouvernements et les grandes entreprises et politiquement très proche des positions de François Hollande. Une candidature soutenue par le PS, les écolos et le PCF, et évidemment, cette candidature est aussi rejetée par la France insoumise, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'impasse demeure. Derrière cette candidature, il y a deux objectifs pour le PS. Déjà, Tubiana, ce n'est pas une politicienne. Du coup, elle va pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Donc, même si elle devient première ministre, elle va pas faire de l'ombre aux futurs autres candidats du PS, du PCF, des Insoumis et des écolos. Puis surtout, c'est une candidature compatible avec une future alliance avec Macron. Elle n'est pas défenseuse acharnée, par exemple, du SMIC à 1800 € et s'adaptera très facilement au discours social et écolo que peut avoir le président de l'État français. C'est donc une première ministre qui pourra gouverner et permettre au PS d'accéder au gouvernement et s'afficher comme le leader d'un nouveau centre-gauche composé d'une partie des macronistes, du PS et d'une partie des écolos. Les Insoumis, eux, ils ont une toute autre stratégie. Pour eux, soit ils gouvernent pour appliquer le programme, soit ils ne gouvernent pas. Ils ne veulent surtout pas se décrédibiliser en faisant des alliances avec les macronistes. Eux se disent qu'il vaut mieux se préserver maintenant pour viser les prochaines élections présidentielles et législatives. Car leur programme, ils pourront l'appliquer que s'ils ont une majorité au Parlement et qu'ils ont la présidence. Donc les Insoumis, ils veulent garder le cap, tu vois. Donc ils veulent une candidature forte pour le NFP, quelque chose qui porte la ligne radicale. Et tant pis si leur candidat n'est pas nommé par Macron ou qui se fait censurer par l'Assemblée. Mieux vaut ne pas gouverner que mal gouverner. Donc ils misent plutôt pour une instabilité parlementaire pour continuer à porter leur programme et leur ligne de rupture jusqu'aux prochaines élections. Sachant qu'il ne faut pas oublier que, à un moment ou à un autre, ça va probablement finir avec un gouvernement qui va du PS au LR, parce qu'en réalité, c'est la seule majorité possible en ce moment. En fait, cette histoire de Premier ministre là pour le NFP, c'est surtout un moyen pour se diviser dès maintenant entre ceux qui vont soutenir un gouvernement macroniste avec 2-3 personnes du PS et ceux qui vont s'y opposer. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la situation là? Est-ce qu'il vaut mieux gouverner avec Macron ou alors rester loin du gouvernement pour le moment? Tu peux nous répondre en commentaire. Côté Rassemblement National, le parti fait le ménage après son échec relatif aux législatives. Officiellement, il se débarrasse seulement de quelques brebis galeuses, tu vois, entendez par là des candidats aux élections législatives qui ont fait l'actualité avec leurs déclarations racistes, leur incompétence ou encore leurs photos avec des chapeaux nazis. Voilà, ce genre de choses. Et parmi ceux qui ont été purgés au RN, tu as par exemple Marie-Christine Parola qui voulait remplacer la devise républicaine de l'État français par celle de Pétain, tu sais, travail, famille, patrie. Pareil pour Laurent Gnadig qui avait relativisé les propos de Le Pen sur les chambres à gaz. Ou encore Daniel Grénon qui avait dit que les franco-maghrébins
Maghrébins n'avaient pas leur place dans les hauts lieux de l'État français. Depuis un an, le RN a remplacé 28 de ses délégués départementaux et ils vont continuer à le faire. En fait, ils veulent des équipes qui provoquent le moins de polémiques possible, mais qui prennent pas trop la lumière, tu vois, pour que ce soit bien Bardella et les Le Pen qui contrôlent tout. Et évidemment, tu as le responsable RN des désignations des candidats, Gilles Penel, qui a démissionné de son poste. Bref, ça fait le ménage pour être prêt pour les prochaines élections présidentielles et législatives. Allez, pour cette chronique média écrite par Émeric, on va parler des changements de l'audiovisuel qui se profilent. En 2025, ça fera 20 ans que les chaînes de la TNT ont été mises en place et attribuées. Sauf que tous les 10 ans, l'autorité de contrôle des médias, avant le CSA et aujourd'hui l'Arcom, doit attribuer ces canaux. Puisque si les chaînes sont pour la plupart privées, les canaux sur lesquels ils émettent, eux, sont publics et nous appartiennent à tous. Il y a donc des conditions légales à respecter pour continuer à être présent sur ces canaux. Et depuis 10 ans, ce sont les médias de Vincent Bolloré qui posent problème sur ces sujets. Il y a eu d'abord le rachat d'ITélé avec d'énormes grèves, mais aussi et surtout l'arrivée à l'antenne d'Éric Zemmour en quotidienne et la radicalisation de TPMP. Aujourd'hui, les chaînes de la TNT du groupe Canal, donc de Bolloré, sont des chaînes qui sont de plus en plus sanctionnées par le CSA puis l'Arcom quand ils ont changé de nom. Depuis 2023, en plus des condamnations, il y a eu le Conseil d'État qui a demandé un meilleur respect du pluralisme des chaînes. Il y a eu une appel d'offres et aussi donc l'appel à redistribuer ces fameux canaux. Et t'as pas mal de concurrents, notamment celui du Média qui justement a été auditionné la semaine dernière pour défendre sa présence dès mars 2025 à la TNT. Une belle audition durant laquelle on a été cité devant l'Arcom. Une chronique revue de presse hebdomadaire et critique sur l'actualité politique nationale et internationale du média citoyen Le Canard Réfractaire, qui est un média indépendant basé en Bretagne. Si ça, c'est pas la classe, les gars. Hein. Une audition qui contraste avec celle du groupe Canal, du coup, qui a eu lieu hier et qui a été assez houleuse puisque le président de l'entreprise a à plusieurs reprises remis en cause les décisions et les questions de l'Arcom au lieu d'y répondre. Ils ont aussi essayé de lier toutes les chaînes du groupe Canal ensemble et notamment Canal+. Hein. Et ça peut être vu sous une forme de menace puisque Canal+ est le premier financeur du cinéma français. Et ça fait planer sur la décision l'idée qu'il y aurait des représailles politiques directes à la fin de CNews et de C8. Sachant que même avec ces chaînes en moi, on sera toujours pas sorti de l'auberge. Tout récemment, Mediapart a révélé ce qu'on appelle l'affaire El Krief, mais qui est en fait l'affaire BFM TV. Dans les SMS envoyés en 2020 par la conseillère en communication de Nicolas Sarkozy et récupérés par la justice, on apprend que la chaîne s'est mise au service d'un immense faux organisé par l'équipe de Sarkozy, la fausse déclaration de Ziad Taguieddine. Un complot médiatique organisé avec la complicité de Ruth El Krief et du directeur de la chaîne Marc-Olivier Fogiel. On sortira d'ailleurs bientôt une vidéo à ce sujet sur la chaîne du Canal Réfractaire, tellement c'est énorme. Il y a le groupe Bolloré, il y a BFM et il y a aussi TF1, tu sais, avec les affaires Sarkozy où il l'invitait en permanence pour se défendre sans contradiction. Et puis, pour les plus vieux d'entre nous, il y a aussi les interviews complaisantes de Pujadas ou Delahousse pour redorer l'image des présidents détestés et ça directement dans le service public. C'est quand même pratique d'avoir des médias d'État pour ça, non? C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette quotidienne et ça nous fait plaisir, donc merci du soutien. Pensez à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode qui devrait arriver normalement demain si tout va bien à la même heure vu que c'est une quotidienne. Sur ce, 10 bisous et à demain.